Réveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Donc quand on sait que vers quoi va le monde, ça donne plus trop envie. Et là, on est face à un immense vide. On se dit, mais ok, moi je vais arrêter de prendre l'avion, je vais manger moins de viande, je vais m'acheter une trottinette. Mais bon, enfin, une fois que j'ai fait ça, le problème, il reste monstrueux parce que il y aura toujours besoin d'un minimum de biens ou de services. Je veux dire, personne n'a envie de renoncer aux hôpitaux, personne ne veut renoncer à manger, personne ne veut renoncer à avoir un logement. Et tout ça, c'est carboné en fait. Tout est carboné. Le pétrole, le gaz, le charbon est partout. Absolument partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et si vous regardez avec des yeux où vous décomposez comment est fait votre environnement, vous devez voir du pétrole normalement. Et ça, c'est un truc sur lequel l'entrepreneuriat peut agir. Et donc là, l'idée de Time, elle est venue là en se disant, mais en fait, une très grosse partie du problème, il est là. Et on ne sait pas si les banques, les États vont se bouger pour l'adresser, ce problème. Et moi, j'ai passé pas mal de temps à chercher des innovations qui permettraient de faire ce qui est carboné sans carbone. Je faisais ça pour me rassurer parce que j'étais dans la phase de déni du changement climatique. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, sinon tout le monde en parlerait, machin. Et du coup, je cherchais ces innovations. Et en fait, il y en a, mais je me disais, mais comment c'est possible que tous ces trucs qui ont l'air quand même solides, c'est pas rentré dans notre quotidien? Parce que la réponse, c'est que ce sont des scientifiques, ces gens-là. Et donc, le passage entre être un scientifique et faire une boîte qui va faire que cette technologie va rentrer, ou cette innovation va rentrer dans le quotidien des gens, il y a un gap gigantesque. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme. Bonne écoute. Bonjour, Time for the Planet. Comment allez-vous? En pleine forme. Et toi? Très très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, c'est un épisode extra spécial parce qu'il y a 4 personnes et je fais un interview en très 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 bonne compagnie car je suis accompagné de Caroline Leroy qui est une amie et qui est aussi doctorante sur la résilience des territoires touristiques. Et pour parler de Time for the Planet, on a décidé ensemble, Caroline est venue me voir et m'a dit ça serait bien qu'on fasse quelque chose qui justement puisse mettre en avant ce que fait Time for the Planet, mais aussi voir s'il n'y a pas justement des apprentissages qu'on peut récupérer pour nous dans l'industrie du tourisme qui cherche à développer justement un tourisme durable. Alors, Caroline, en quelques mots, j'aimerais que tu te présentes, comme ça les gens vont s'habituer à ta jolie voix et que tu nous dises un peu ce que tu fais, etc., et un peu ton CV, quoi. Super, merci François, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, l'entrepreneur à la banane comme je te surnomme. J'avais eu l'occasion de parler de mon expérience dans les parcs naturels régionaux sur un des premiers podcasts et c'était un véritable plaisir de discuter avec toi de ce qui fait sens à mon métier, la transition du secteur touristique institutionnel. Et j'ai fait le choix l'an dernier de quitter la belle famille des parcs pour reprendre mes études en vue de la préparation d'une thèse que je réalise aujourd'hui entre le laboratoire de l'Université de Perpignan et celui de Poitiers sur la thématique de la résilience des territoires touristiques et la gouvernance adaptative, c'est-à-dire comment créer un tableau de bord à l'échelle des territoires touristiques pour les faire prendre en compte les enjeux environnementaux et la concertation des parties prenantes. Et à côté de ça, je suis
volontaire pour aller dénicher des pépites et des initiatives innovantes. Time for the Planet est un merveilleux exemple. Quand j'ai découvert la dynamique, j'ai eu vraiment un coup de cœur tant sur le volet juridique, la communauté, la communication, et je trouvais intéressant de les mettre à l'honneur dans ce podcast, d'autant plus que ce podcast, j'adore l'écouter quand je fais mon petit sport le matin. Donc voilà, ravie d'être avec les timers aujourd'hui. Merci Caroline. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a un des fondateurs qui est caché derrière un ordinateur et qui ne parlera pas aujourd'hui, Nico. On ne savait pas, mais c'est un garçon extrêmement timide. Alors, il a passé sa parole à deux personnes, à Mehdi et Denis. Et je vous invite tous les deux, l'un après l'autre, à présenter Time for the Planet et puis à vous présenter aussi quel est votre rôle au sein de Time for the Planet. Vas-y, Denis. Très bien. Eh ben, pour commencer, Time for the Planet a une vocation, c'est de s'attaquer à un grave problème et ambitieux problème qui est la lutte contre le réchauffement climatique, avec un angle d'attaque qui est de développer, de les détecter, de les développer et de les déployer des innovations qui peuvent avoir un impact massif, du coup, sur les gaz à effet de serre, puisque c'est de ça dont on parle quand on parle de réchauffement climatique. On le fait de manière originale. Je laisserai Mehdi vous expliquer un peu plus tout ça. Pour ma part, je m'occupe de la partie scientifique et sélection des innovations, de ces types d'innovations. Et quand je parle d'innovation, j'aime bien insister déjà en disant qu'on ne parle pas de technologie, mais de tout type d'innovation. Il y a plein d'innovations qui sont non technologiques, voire low-tech, ou des innovations de services, des innovations d'organisation. Donc, c'est toutes ces organisations qui nous intéressent là, parce qu'en fait, l'innovation sert à changer en profondeur un système, et c'est ce dont on a besoin, en complément évidemment de toutes les évolutions de comportement individuels que l'on doit faire, mais qui seront malheureusement nécessaires, mais insuffisantes. Alors pourquoi moi j'insiste sur ce volet d'innovation quand je présente Time for the Planet? Parce que c'est ma casquette d'ingénieur, donc j'ai une formation initiale d'ingénieur en mécanique générale, et pendant 10 années, j'ai été dans le métier du conseil à l'innovation pour différentes entreprises, start-up, PME, grands groupes, pas forcément sur le volet uniquement environnemental, mais vraiment le sujet de l'innovation, donc des collaborations avec des partenariats de recherche, des laboratoires également. Et en fait, tout ce secteur de la R&D, de la recherche-développement, de l'innovation, c'est un secteur qui en France est très développé, qui fonctionne bien, mais qui n'est pas orienté pour l'environnement et qui prend du temps aussi et qui n'est pas forcément adapté soit aux scientifiques, soit aux entrepreneurs, soit aux financiers. En fait, il y a plein de personnes différentes qui ont des langages différents et il faut arriver à les faire dialoguer ensemble. Et en fait, c'était un peu ça mon métier finalement pendant 10 ans, c'était de faire le traducteur entre les responsables de R&D, les entrepreneurs, les financiers, pour arriver à ce que l'ensemble des éléments clés finalement de réussite d'une innovation se retrouvent. Et donc maintenant, j'apporte cette expérience-là au sein de Time for the Planet, avec du coup une vision nouvelle, parce que notre principal axe de recherche d'innovation, c'est le fait qu'elles aient un impact positif sur le climat et un impact massif. Et donc du coup, on a dû développer notre propre façon de sélectionner ces innovations et on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Merci Denis. Et toi Mehdi, alors, qui es-tu? Mais qui est Mehdi? Écoute, Mehdi Colli, je suis un entrepreneur, j'ai toujours monté des boîtes, j'ai jamais fait d'autre chose au niveau professionnel dans ma vie. Chez Time, je suis en charge de l'exécution. Alors, il ne s'agit pas d'exécuter des gens, il s'agit d'exécuter la mission de Time for the Planet. Donc, disons que je suis celui qui est sur tous les sujets à la fois. C'est un peu comme dans les startups, il y a souvent quelqu'un qu'on appelle le CEO, Chief Executive Officer. C'est un peu ça, mais sans être chief, puisqu'en fait, on est 7 General Managers, donc on va dire 7 qui avons en charge de prendre les décisions et de trancher. Par contre, le point commun avec un CEO dans les startups, c'est que moi, je suis très à l'aise avec le fait de démarrer de rien, de démarrer tous les nouveaux projets, de savoir si quelque chose va marcher en le faisant, en fait. Donc, je suis amené à travailler à la fois sur la partie levée de fonds pour Time, la partie investissement dans nos innovations, donc d'analyser une fois qu'ils ont passé le stade du comité scientifique pour voir s'il y a un marché ou pas. La conception du dividende climat dont on parlera sûrement, qui est le retour sur investissement climat que propose Time for the Planet.
la communication. Enfin ouais, voilà, je peux intervenir en fait sur tous les sujets, et c'est vraiment ça que j'aime en fait dans l'entrepreneuriat. Surtout quand au départ on démarre sur quelque chose où vraiment on connaît rien du tout. C'est là que c'est le plus intéressant. Et c'est là qu'on peut apporter un regard nouveau. Et je pense que s'il y a une des raisons pour lesquelles Time for the Planet arrive à commencer à percer, c'est que justement on est arrivé sur un sujet où on ne connaissait rien et du coup forcément on le voit d'un œil complètement nouveau. Alors, vous parlez d'innovation, vous parlez de regard nouveau. Une des particularités de Time for the Planet, c'est son statut juridique, car vous avez été les premiers à développer cette forme de statut juridique. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Ouais, ça a été une tannée. Quand on a démarré, ce qu'on savait, c'est on aurait besoin de beaucoup d'argent, mais on savait pas du tout comment est-ce que on allait pouvoir lever cet argent. Très vite, on est arrivé quand même à la conclusion que ça allait être de la part de plein de gens différents, parce qu'on avait cette idée de dire qu'il fallait que tout le monde puisse participer. Ça a été un de nos plus de premiers slogans, c'est la planète appartient à tout le monde, il faut que Time appartienne à tout le monde. Donc on a lancé, pour quand même commencer à tester, on a commencé avec ce qu'on connaissait, c'est-à-dire une SAS, Société par Action Simplifiée, qui est en fait la structure qu'on utilise tout le temps quand on monte une boîte et qu'on veut faire les choses simplement. Et puis on a fait notre conférence de lancement et en fait au bout de quelques jours on est arrivé à 150 actionnaires, qui est en fait le nombre maximum d'actionnaires qu'on peut avoir dans une SAS. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, va falloir peut-être quand même qu'on réfléchisse à notre structure long terme. Mais ça c'est vraiment la démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que on s'est pas pris la tête à faire le tour de tous les avocats du monde qui auraient déjà eu un coût important, tant qu'on n'était pas confronté à un problème. En gros, on n'anticipe pas les problèmes, on attend de les avoir et après on les règle. Donc là, le problème qu'on avait, c'est qu'on pouvait plus prendre de nouveaux actionnaires. Donc on a cherché comment faire. Donc on a vu pour le coup là, on a vu pas mal d'avocats. La plupart nous ont dit, bah en fait, ce que vous voulez faire n'est pas possible, parce qu'il n'y avait pas que la limite du nombre d'actionnaires qui se posait, hein, il y avait plein d'autres trucs. Jusqu'à ce que finalement, de rencontre en rencontre, on en trouve un qui nous permette de débloquer la situation. Donc nos grands enjeux juridiques, c'était 1, nombre d'actionnaires illimité. 2, faire en sorte que les actionnaires ne puissent pas prendre suffisamment de pouvoir pour dévier Time for the Planet de sa mission. Par exemple, décider qu'on n'investirait plus dans le climat ou qu'on investirait dans le climat mais sans l'open source. Enfin, voilà, on n'a pas encore parlé de toutes les caractéristiques de Time for the Planet, mais en tout cas, il y avait des choses qu'on voulait pouvoir boucler, tout en permettant quand même d'avoir une certaine démocratie actionnariale, et donc que les gens qui participent à Time aient quand même un minimum de pouvoir de décision. Et donc, ce qui nous correspondait le mieux, c'est une société qu'on appelle la société en commandite par action, que vous ne connaissez probablement pas si vous êtes en train de m'écouter. Pour la petite anecdote, quand on a fait nos études avec Nicolas, on a fait des études de droit. Et quand on s'ennuyait en troisième année dans l'amphi en droit des sociétés, je me rappelle encore, c'est la seule chose dont je me rappelle de ce cours, c'est marrant, du prof qui à la toute fin, c'était vraiment à la toute fin de l'année, on avait tout fait. Et il avait dit, bon, on a vu toutes les formes de société, il en reste une dernière, c'est la société en commandite par action. Bon, voilà, on n'aurait pas le temps d'en parler, mais sachez que ça existe. Donc nous, voilà, on a choisi celle-là, qui est du coup pas très commune, parce que ce que ça permet, c'est qu'en gros, vous avez deux types d'actionnaires. Vous avez les actionnaires commandités et les commanditaires. Les commandités, c'est les fondateurs de Time et éventuellement d'autres qui pourraient s'agréger après, mais enfin, c'est très peu de personnes. Au début, c'était les fondateurs de Time, mais là, aujourd'hui, ça a changé, on pourra en parler aussi plus tard. Bon, en tout cas, c'est un petit nombre de personnes qui sont en charge de gérer la société. Et les actionnaires commanditaires, eux, ce sont tous les gens qui achètent des actions en ligne, quel que soit le nombre qu'ils achètent. Et la particularité, c'est que les commandités peuvent annuler une décision d'assemblée générale. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un actionnaire qui prendrait beaucoup d'actions et qui dirait bah, c'est fini, Time, ça fait plus ça, ça fait ça. Nous, on est capable d'annuler ça. Par contre, on ne peut pas non plus imposer une décision en assemblée générale. Donc, on ne peut pas non plus dire bah, on va investir là-dedans et que vous soyez d'accord ou pas, ça aura lieu. Ce n'est pas non plus possible. Donc, c'est les deux ensemble. D'accord. Voilà donc les grandes lignes de pourquoi on a choisi ce statut. Il y aurait encore mille choses à dire sur l'aspect juridique, mais on va peut-être pas se lancer uniquement sur Non, ce sujet-là, parce qu'on a le climat qui chauffe pendant ce temps-là. d'accord. Peut-être juste un petit complément qui illustre la philosophie ou un état d'esprit de Time for the Planet, ce côté un peu hacker, bienveillant. C'est-à-dire qu'on ne vient pas
faire table rase du passé ou révolutionner un système, mais on s'intègre dedans pour pouvoir agir justement plus vite. Et dans la partie juridique, il y a un des éléments forts, c'était de se dire l'investissement qu'on va aller chercher auprès des citoyens, des actionnaires, il faut qu'il soit orienté pour le climat. Dès le départ, on voulait orienter comme ça et pas qu'il soit pas motivé par l'argent. Et on était convaincus que c'était possible. Alors évidemment, au début, tout le monde nous dit les gens n'investiront pas s'il n'y a pas de retour financier. Du coup, on s'est dit on va le tenter. Et en fait, pour le faire, Mehdi l'a dit, il y a eu des discussions avec beaucoup d'avocats sur plusieurs critères. Et un des critères qui était celui-là, qui était comment on fait en sorte pour que des actionnaires ne bénéficient pas de dividendes financiers dans notre structure, puisque c'est pas ce qu'on veut mettre en place. Et ça, on peut pas l'interdire juridiquement en France parce que c'est des choses qui se décident en assemblée générale. Par contre, on peut le conditionner. Et du coup, vu qu'on ne pouvait pas interdire le versement de dividendes, finalement, on a rajouté une condition liée à notre mission directement, qui est le retour à un réchauffement planétaire de 0 degré. Donc là, on parle beaucoup du plus 2, plus 3, plus 5. Et donc, de retour à la même température qu'à l'ère pré-industrielle, ce sera une condition nécessaire avant de pouvoir verser des dividendes. Donc du coup, on est dans la loi, on est dans le système actuel, mais en fait, finalement, on a bien l'objectif qu'on visait, qui était de dire on ne pourra pas verser des dividendes, puisque malheureusement, il y a peu de chances qu'on arrive dans cette situation-là, en tout cas de notre vivant. Voilà, ça illustre un petit peu comment on tourne les choses, comment on innove d'ailleurs à un niveau juridique, pour arriver à appliquer une situation sans forcément dénaturer ou casser ce qui existe d'ores et déjà. C'est une expérience de hacking juridique, entre guillemets. Ok. J'ai une question toute simple. L'idée de Time for the Planet, c'est quoi? C'est une bande de copains qui un soir boivent un coup et discutent et se disent comment on pourrait changer le monde? Comment c'est parti d'où? Non, c'est plus long que ça. La toute première. Alors, l'alcool joue un rôle au sein de Time for the Planet, on pourra y revenir, mais pas du tout dans la création. En fait, dans la toute première fois que c'est venu, c'était pas par rapport au climat, paradoxalement. C'est juste qu'en fait, avec Nicolas, on avait créé une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Vitacolo, qui fait des séjours pour enfants, et qui en fait a été créée non pas pour créer des séjours pour enfants, mais régler un problème. Le principal problème que nous on avait identifié, c'est que les enfants en situation de handicap peuvent pas partir sur les colos autrement qu'entre enfants handicapés. Et donc c'est pas très fun en fait. Donc ce qu'on voulait, c'était leur permettre de le faire, et pour ça c'était une question de pognon, tout simplement, parce qu'il faut 800 € par séjour, enfin par enfant, pour faire partir ces gamins, pour qu'ils aient un animateur référent qui est avec eux du début à la fin pour les aider. Et donc nous, on a créé cette boîte-là en se disant, on va gagner de l'argent avec cette boîte, et l'argent, on le tirera tous les ans pour aller payer les animateurs référents en plus sur ces séjours. C'est comme ça qu'on est devenu entrepreneur. En fait, on n'avait pas du tout conscience qu'on était en train de monter une boîte. La première fois qu'on a entendu le mot business plan, on devait faire 300 000 de chiffre d'affaires. On ne savait pas que les experts comptables existaient, donc on générait nous-mêmes nos fiches de paye avec des fichiers Excel démentiels. Donc vraiment, on n'était pas dans une démarche de création d'entreprise. Mais on a atteint assez vite le million de chiffre d'affaires, juste parce qu'en fait, on communiquait super bien dans un monde qui n'était pas encore trop prêt à ce qu'il y ait une belle communication, parce que c'est un monde associatif, et dans le monde associatif, des fois, il y a un imaginaire où la com, c'est pas bien, voilà. Et nous, en fait, on connaissait pas ça, en fait, donc on savait même pas qu'on était mal vu, parce que justement, on venait avec des codes nouveaux. Et on était les premiers à s'intéresser au référencement naturel sur Google aussi, et on était présents partout. TF1 nous appelait tous les ans pour faire des reportages sur nos séjours, juste parce que quand ils tapaient colonie de vacances, cuisine ou équitation ou je sais pas quoi, ils tombaient sur nous. Bref. En tout cas, c'était ça. Et en fait, ce qui était puissant là-dedans, c'était que on avait vraiment remarqué à quel point l'entrepreneuriat était une façon de changer le monde qui était exceptionnelle. Nous, on l'a fait à une échelle minuscule à côté de Google ou de boîtes comme ça, qui ont radicalement changé le monde, beaucoup plus que plein d'idées, en fait, quoi. Après, pas forcément de la façon dont on voudrait, mais en tout cas, en termes d'impact sur la façon dont le monde fonctionne, c'est gigantesque. Et donc, inspiré par ces deux éléments-là, on s'était dit qu'on aimerait bien créer une boîte qui crée des boîtes pour régler des problèmes sociaux. Par exemple, éviter que les gens tombent dans la pauvreté, des choses comme ça. Et donc, on avait ce truc-là en tête, on savait, on se dirait, plus tard, on fera ça. Mais on avait besoin de s'aguerrir au niveau entrepreneurial. Et après Vitacolo, on est tous les deux partis, donc la boîte existe toujours, mais c'est plus nous qui la gérons.
Et on a créé chacun de nos côtés d'autres entreprises. Donc Nico plutôt un bar et une houblonnière. Moi j'étais dans le monde des startups tech et du coup j'ai levé de l'argent auprès d'investisseurs. J'ai aussi travaillé aux États-Unis, etc. Donc des expériences très différentes. Et là, la deuxième étape d'arriver jusqu'à Time for the Planet, c'est que on a pris à peu près en même temps la claque climatique en écoutant des gens comme Pablo Servigne ou Jean-Marc Jancovici, etc. On s'y intéressait avec sérieux et là, on s'est rendu compte de la limite physique du monde, chose qu'on n'avait pas du tout en tête jusque-là. Et là, le gros sujet, hein, c'est que quand on se rend compte de ça, bah déjà, ça peut donner moins envie de faire ce qu'on fait au quotidien. Moi, j'ai aidé des gens à être bien placés sur Google. Alors, ce qui m'intéressait, c'était le web sémantique et tout ça. Mais enfin, concrètement, il y aura toujours un mec qui sera premier, un qui sera deuxième, un qui sera troisième, hein, quoi qu'on fasse. Donc, quand on sait que vers quoi va le monde, ça donne plus trop envie. Et là, on est face à un immense vide. On se dit, mais ok, moi, je vais arrêter de prendre l'avion, je vais manger moins de viande, je vais m'acheter une trottinette. Mais bon, enfin, une fois que j'ai fait ça, le problème, il reste monstrueux parce que il y aura toujours besoin d'un minimum de biens ou de services. Je veux dire, personne n'a envie de renoncer aux hôpitaux, personne ne va renoncer à manger, personne ne va renoncer à avoir un logement, et tout ça, c'est carboné en fait. Tout est carboné. Le pétrole, le gaz, le charbon est partout, absolument partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et si vous regardez avec des yeux où vous décomposez comment est fait votre environnement, vous devez voir du pétrole normalement. Et ça, c'est un truc sur lequel l'entrepreneuriat peut agir. Et donc là, l'idée de Time, elle est venue là en se disant, mais en fait, une très grosse partie du problème, il est là. Et on ne sait pas si les banques, les États vont se bouger pour l'adresser, ce problème. Et moi, j'ai passé pas mal de temps à chercher des innovations qui permettraient de faire ce qui est carboné sans carbone. Je faisais ça pour me rassurer parce que j'étais dans la phase de déni du changement climatique. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, sinon tout le monde en parlerait, machin. Et du coup, je cherchais ces innovations. Et en fait, il y en a, mais je me disais, mais comment c'est possible que tous ces trucs qui ont l'air quand même solides, c'est pas rentré dans notre quotidien? Parce que la réponse, c'est que ce sont des scientifiques, ces gens-là. Et donc, le passage entre être un scientifique et faire une boîte qui va faire que cette technologie va rentrer, ou cette innovation va rentrer dans le quotidien des gens, il y a un gap gigantesque. Et D'accord. Time, le sujet, c'est ça. C'est comment on fait pour faire passer les innovations à l'échelle. Et pourquoi c'est devenu un mouvement citoyen? C'est après, en fait. Au départ, on n'avait même pas prévu qu'il y aurait une communauté de gens, en fait. C'est dans l'exécution que c'est apparu. Ah, c'est super tout ce que vous êtes en train de dire. Notamment, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant, Mehdi, sur le gap aussi entre un discours scientifique et la réalité. Donc personnellement, moi j'ai fait le choix de faire de la recherche justement avec une finalité de créer de la connaissance et de transformer les organisations. Voilà, quand on parle de Time, et on reviendra tout à l'heure là-dessus, on parle pas mal de la communauté, des valeurs, et j'invite les auditeurs à acheter votre manifeste qui rappelle un petit peu la jeunesse de votre projet, les valeurs et la philosophie qui est vraiment très très inspirante. Mais ce qui est aussi très intéressant dans Time, c'est cette rigueur scientifique, justement avec un processus d'évaluation, de préévaluation par les actionnaires de Time, un comité scientifique avec un joli pédigré derrière, et l'évolution. Vous avez même créé un indicateur, donc on vous laissera nous en parler un peu plus dans le détail. Le taux de retour sur la planète qui est devenu du coup dividende climat. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je travaille sur ces questions d'indicateurs de performance et dans cet indicateur de dividende climat, pour moi, ça peut devenir le nouveau critère d'octroi des subventions, notamment dans le secteur public. Donc, est-ce que vous nous parlez de ce nouvel indicateur et puis aussi de nous parler de comment sont évalués scientifiquement, préévalués en tout cas la méthodologie que vous avez mis en place, parce qu'il y a vraiment une rigueur très intéressante derrière. Et je sais que Denis, donc c'est pas la technologie va nous sauver, c'est l'innovation. On a bien compris. On essaye aussi de traduire au maximum votre discours. La sobriété, hein, c'est vraiment au cœur aussi de votre discours, mais de faciliter l'investissement vers des innovations à impact positif. Donc à vous la parole sur ce nouvel indicateur et sur la validation de vos innovations d'un point de vue scientifique. Ça marche. Peut-être je vais vous présenter un peu comment on a imaginé ce processus de sélection justement, et puis après comment on est arrivé à l'indicateur final de performance.
Mehdi l'a dit déjà, si on arrive à innover, c'est parce qu'en fait, on y connaît rien au départ. Et donc, en fait, le monde de l'environnement ou quelles sont les bonnes innovations pour le climat, c'est quelque chose qu'on maîtrisait pas. Il y a énormément de sujets et de disciplines d'ailleurs qui se croisent, donc il n'y a pas une seule bonne solution. Et donc, de base, le postulat de départ, c'est de se dire, de toute façon, on peut s'intéresser tant qu'on veut au sujet, on va avoir une idée, on va définir un cadre, mais on n'a pas les compétences pour être capable de juger toutes les innovations dans tous les secteurs de manière précise. Donc, il va falloir faire ça et s'entourer des bonnes personnes. Donc ça, de base, on savait qu'on allait devoir solliciter des experts extérieurs. Et après, ça a été de se dire comment on fait pour sélectionner les bonnes innovations. Soit on fait des concours comme d'habitude, les pitchs, etc. Et en fait, moi j'ai mis un peu mon rôle là-dessus parce que d'expérience, en fait, c'est chouette ces concours de start-up, mais en fait souvent c'est un bon orateur qui gagne. Si je le caricature volontairement, il y a des belles innovations, mais c'est le discours qui va faire que. Et en fait, les bonnes solutions, si on s'intéresse à la solution, elle n'est pas forcément portée par un bon orateur. Et le scientifique de base, il va peut-être pas avoir le bon discours, il va peut-être pas savoir la mettre en valeur. Et on doit pouvoir lui apporter, mais on doit surtout être capable d'aller détecter finalement sa bonne innovation par rapport à son potentiel et pas juste par rapport à comment elle est vendue. On juge pas une startup, on juge une solution potentielle. Donc c'est complètement différent. Donc on a dû réfléchir à comment on va faire ce travail de sélection-là. Et en fait, pour le faire, il y a une autre contrainte, c'est que, on doit aller très vite, parce qu'on est quand même sur de l'urgence climatique, donc si on met 2 ans pour sélectionner des innovations, ça va pas le faire. Et de 2, il faut qu'on aille ratisser très très large pour sélectionner les quelques pépites. Et donc, il faut être capable d'analyser beaucoup d'innovations très vite et de manière cohérente scientifique par rapport aux problèmes climatiques. Donc, ça faisait beaucoup de contraintes qui sont un peu antagonistes. Et donc, on a imaginé un processus qui est un peu en entonnoir finalement, et qui s'est construit finalement avec la construction de Time. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la création de Time, on a eu beaucoup de gens qui, au-delà de l'actionnariat, ont voulu aider et participer au projet. Donc, on a eu cette naissance de communauté qui s'est faite au niveau de Time for the Planet. Et on s'est dit, en fait, on va créer un processus dans lequel on utilise finalement toute cette force qui est en train de se créer, la volonté des gens. Et donc, la première étape pour trier, entre guillemets, les innovations, c'est dit, on va le faire collectivement. Et donc, on va analyser toutes les innovations qui nous viennent. On va faire une plateforme, on a développé une plateforme pour accueillir ces innovations-là de façon très simple pour que tout le monde puisse candidater. Et on va faire jouer le collectif pour sélectionner quelles sont les pépites potentielles. Et après, ces pépites-là, on va mettre des gens experts pour les étudier plus en détail. Mais on n'est pas capable d'étudier avec des experts 500 innovations en 6 mois. C'est des personnes qui sont très prises, etc. Et donc, du coup, on a fait cette étape-là de tri. Et pour ça, on s'est intéressé à l'intelligence collective. Parce que c'est un mot qu'on voit en marketing qui passe bien. Mais dans les faits, pour que ça marche, il y a 2-3 codes. Et du coup, il y a des sciences là-dessus, on s'est renseigné, et il y a quelques indicateurs. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait d'interaction entre les évaluateurs ou de biais qui se créent. Il faut qu'on ait une grande diversité de la population qui évalue. Et en fait, grâce à ça, quand on a une intelligence de foule, on arrive à avoir finalement des résultats équivalents à un expert avec 100 citoyens lambda vont avoir un avis équivalent à 1 ou 2 experts. Et donc, c'est ça qu'on a expérimenté et mis en place et qu'on utilise au sein de Time for the Planet. Donc, on a une première phase où on détecte, on préfiltre, on sélectionne les innovations qui ont un gros potentiel grâce aux citoyens et aux citoyennes. On a mis en place des formations à un rôle qu'on appelle évaluatrice ou évaluateur. Ça a tout de suite bien marché. En quelques mois, on a eu 400-500 premiers évaluateurs et évaluatrices formés. Aujourd'hui, en 1 an et demi, on a près de 6000 personnes qui ont ce rôle-là au sein de Time for the Planet, qui peuvent participer à sélectionner et évaluer ces innovations. Et grâce à eux, on fait ressortir du coup celles qui ont le plus gros potentiel. Donc là, sur une année, pour donner quelques chiffres, on a eu près de 800 innovations qui nous ont été proposées. On en a étudié près de 400 auprès de cette communauté d'évaluateurs, parce qu'il y en a une partie, c'est juste les dossiers n'étaient pas complets ou on n'était pas forcément sur les gaz à effet de serre. Donc ça, on le retoquait au préalable. Et sur ces 400 innovations, il y en a une trentaine qui sont passées, qui ont été étudiées dans une phase 2 en comité scientifique. Et là, sur le comité scientifique, l'idée, c'est de regarder techniquement, est-ce que l'innovation tient la route en faisabilité technique, en impact potentiel, etc. Et là-dessus, on n'avait pas les moyens de payer aussi ou de s'intégrer sur un expert ou 2. On est sur tout type de secteur parce qu'il faut agir sur l'agriculture, l'industrie, le bâtiment. Donc, c'est impossible d'avoir un bon expert sur tout.
Et donc là, on s'est dit, on va la jouer collectif aussi. Et là, moi, j'ai utilisé mon réseau dans le secteur de l'innovation et financement d'innovation en regardant les techniques qui existent aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est pas de réinventer la roue, on regarde ce qui fonctionne bien. Et on s'est beaucoup inspiré notamment des évaluations à la Commission européenne, où on a des groupes d'experts qui travaillent, qui évaluent des innovations, puis qui travaillent après en consensus, où chacun émet son avis. Et en fait, cet échange entre experts de disciplines différentes fait qu'après, chacun revoit sa copie et ils se mettent d'accord sur une note finale. Et du coup, on a repris ce concept-là, on a pris contact et on a sélectionné 14 experts pluridisciplinaires, donc certains experts sectoriels, on va avoir des experts agriculture, experts bâtiment, mais on a aussi des experts plutôt transverses sur l'analyse de cycle de vie, des experts climat, des experts en transfert de technologie, qui ont fait ça de leur métier. Donc on a des scientifiques, on a des profils qui viennent du privé. Et du coup, ces 14, pendant une journée, on les met ensemble et on les fait bosser. Et en gros, ils sortent pas tant qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur l'évaluation des 5 à 10 innos qu'on leur présente dans la journée. Donc, il y a un échange avec le porteur de projet, il y a des échanges entre eux, etc. Ils font une synthèse. Et donc, ça, c'est une deuxième phase. Donc, on a un avis scientifique et un avis scientifique pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, c'est une des difficultés du sujet climatique, c'est que c'est pas juste un sujet, un secteur et j'ai la bonne innovation. Et en plus, souvent, il peut y avoir un biais, c'est-à-dire qu'un expert d'un secteur a tellement l'habitude de la maîtrise de son secteur que pour innover, il vaut mieux avoir un regard extérieur. Et donc, du coup, on a automatiquement ce regard extérieur aussi. Alors, il y a eu un petit effet bénéfique qu'on n'avait pas anticipé, c'est que les experts qui sont dans le comité scientifique, en fait, ils adorent venir parce qu'en fait, ils ont pas l'habitude d'échanger aussi avec d'autres disciplines. Donc ça, c'était un vrai intérêt humain et qui fait qu'on peut faire ça sur la durée. Et donc, on a une équipe comme ça qui se revoit et qui a pu aussi s'acculturer à ce que cherche Time for the Planet. Parce que, comme je disais, on ne cherche pas à analyser une startup. Et souvent, les bons analystes et experts, ils évaluent le potentiel d'une startup, son équipe, son business model, etc. Nous, on ne s'intéresse pas à ça à ce stade-là, en tout cas. On s'intéresse au potentiel que peut avoir la solution pour changer le monde vis-à-vis du climat. Et donc, du coup, c'est une analyse différente où à ce niveau-là, on ne juge pas les personnes qui portent le projet, etc. Ça, on le fait dans une phase 3 où on s'intéresse à tous les aspects économiques, la valorisation de l'entreprise, sa propriété intellectuelle, les équipes qui sont dedans, le marché, la réponse à un besoin économique réel, le modèle économique. Tous ces aspects-là, on l'étudie quand on a validé déjà le potentiel de l'innovation. Ça, c'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs avec Mehdi et où, pareil, on utilise la communauté pour choper des rendez-vous concrets de clients potentiels, de prospects, d'utilisateurs potentiels. On ne fait pas une étude qu'on va payer une blinde pour avoir une analyse théorique du marché à 10 ans à l'échelle mondiale avec des jolis chiffres. On appelle juste des gens concernés pour avoir leur avis de manière très directe sur l'innovation, est-ce qu'ils seraient prêts à acheter, etc. Et donc cette phase-là, avec toute l'analyse de l'entreprise, nous donne après tous les ingrédients pour faire un dossier complet et présenter des innovations qui nous semblent à la fois pertinentes et sur lesquelles on peut apporter quelque chose et débloquer la situation avec Time for the Planet auprès de nos actionnaires. Du coup, donc on est une société et on présente en assemblée générale, une étape finale, les innovations que l'on souhaite financer. Donc, on propose un montant d'investissement, on a une note d'investissement où on décrit l'innovation, etc. Et c'est l'ensemble des actionnaires, finalement, qui donne la validation de l'investissement. Et comme disait Mehdi, nous, en tant que fondateurs, finalement, et general manager, on peut mettre des vétos pour pas que ça dévie, mais par contre, on peut pas imposer les choses. Donc, c'est vraiment à chaque fois, tous ceux qui nous rejoignent peuvent participer à la fois sur la première étape de manière active et sur la validation finale, sur la sélection des innovations. Donc, voilà le gros processus en entonnoir. Et après, on en reparlera, mais à l'intérieur, il y a des critères qu'on a mis en place justement pour qu'est-ce qu'on cherche dans ces innovations-là, notamment le fait qu'elles puissent être répliquées dans le monde entier, qu'elles soient faisables, qu'elles aient bien marché, etc., etc. Super, très intéressant. Mais j'ai une question qui m'interpelle. Je vois quand même qu'il y a une organisation au sein de Time for the Planet. Il y a une pensée qui est quand même très profonde. Comment vous avez réussi à mettre ça en place ensemble? Est-ce que c'est justement comment vous avez réussi à sélectionner des personnes, mais aussi à les inviter à vous rejoindre dans cette aventure? Vous avez dû avoir plus qu'un pitch inspirant. Vous avez dû être très convaincant, mais j'aimerais comprendre un peu quelle est la machine derrière tout ça, quoi. Donc je disais, je pense que le principal truc, c'est de renoncer à la croyance qui est que quand on amène une bonne idée, les gens vont se mettre en action. Parce que ça n'arrive jamais. La seule façon de mettre les gens en action, c'est de commencer à faire soi-même quelque chose,
de passer à côté des gens et de leur dire: «Regardez ce que je suis en train de faire, est-ce que ça vous dit de rejoindre?» Et là, ça marche. Donc il faut commencer quelque chose. D'ailleurs dans la communauté, c'est une règle, hein, c'est-à-dire que dans la communauté, on dit pas de brainstorming, pas de «J'ai une bonne idée, regardez, je vais la refiler à quelqu'un» et cetera. Non, c'est vraiment, quand je veux emmener les gens, j'ai déjà démarré l'action, c'est parti. Je pense que c'est vraiment le 1er truc qui me vient à l'esprit. Je sais pas Denis, toi, si tu as quelque chose d'autre que tu verrais? Bah, il y a ça et après je pense qu'on n'a pas été très bon honnêtement sur le travail du pitch parce que vous l'avez compris sur l'aspect juridique, enfin c'est complexe en fait finalement à structurer. Donc c'est pas juste une idée simple à laquelle on accroche. Par contre, on a toujours eu la volonté d'avoir quelque chose d'assez radical ou pur entre guillemets. C'est-à-dire que c'était pas on fait à la fois un investissement en impact, mais aussi financier, mais petit financier, etc. Ou c'était non, la totalité. On va être que sur du non financier. Le type d'innovation on va sélectionner que celle-ci. Et donc une démarche aussi entrepreneuriale assez pragmatique finalement. C'est-à-dire qu'il y a de l'idéologie derrière, mais c'est très pragmatique. C'est-à-dire que typiquement, le fait de ne pas être financier, c'est on gagne du temps. Enfin, en assemblée générale, on n'a pas à chipoter entre 0,5, 1%, 2%. On sait qu'il n'y en a pas. C'est zéro et donc on avance. Donc en fait, il y a ce pragmatisme aussi, cette vision entrepreneuriale est concrète et le fait d'avoir agi, en effet, qui inspire et qui emballe les gens. Après, c'est de la relation humaine. Très sincèrement, moi, quand j'ai dû constituer le comité scientifique, il y a une grande partie, enfin, je connaissais pas les différents experts. C'est un échange. On nous dit, tiens, dans ce secteur-là, quelle serait la bonne personne? On nous renvoie sur une autre personne, on échange. Et en fait, il y a quelque chose qui se fait avec une philosophie commune. Et c'est vraiment du relationnel humain qui fait la différence. Et ça se provoque par la dimension entrepreneuriale que décrivait Mehdi tout à l'heure. C'est-à-dire, si on avait réfléchi, quels sont les profils idéaux, comment je les adresse, je fais un plan d'action pour aller les adresser, etc. La seule chose, c'est qu'on est sûr que ça n'aurait pas marché. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé, on savait où on voulait aller, on savait pas exactement avec qui, etc. Et en fait, c'est les rencontres qui nous ont fait avancer. Donc, c'est ça qui est une démarche, je trouve, entrepreneuriale et qui, moi, avec mon passé d'ingénieur, en tout cas, a dû être forcé. Donc moi j'avais des coups de fouet de Mehdi pour dire non mais vas-y, cherche pas à savoir quel est le bon expert, t'en appelles un, deux, tu leur demandes et ils te diront eux qui est le bon expert après sur qui rebondir quoi. Ouais, dans l'entrepreneuriat, le mieux est vraiment l'ennemi absolu du bien. Et là-dessus, il y a un côté prendre ce qui est possible de prendre lorsque c'est disponible, et on s'appuie sur chaque marche pour aller chercher la suite. Et voilà, mais je pense quand même aussi que fondamentalement, comme on monte un fonds d'investissement, mais qu'au départ on n'a pas d'argent en fait quand on commence, on est dans le cas où en fait, pour pouvoir commencer à faire vraiment ce pourquoi on existe, on sait qu'il va falloir du temps. Dans notre tête, c'est même des années en fait avant qu'on puisse vraiment investir de l'argent. Donc il faut commencer par lever de l'argent, et donc la seule façon pour ça, c'est de donner envie aux gens de croire à ce qu'on va faire. Et en fait, au départ, dès le départ, on faisait une communication très léchée, mais aussi un peu dans la déconnade, où on faisait des sortes de teasers, de blockbusters, en mode on va lever 1 milliard d'euros, on va pouvoir vraiment s'attaquer au changement climatique à grande échelle, on va mettre un grand coup de tatane aux gaz à effet de serre, etc. Parce que pour que les gens aient envie de se mobiliser, il faut qu'ils se disent si ça marche, alors il y a un truc qui va se débloquer, quoi. Donc il faut être ambitieux et dire ce qu'on va faire, c'est pas un petit truc, c'est un grand truc. Et quand on n'a encore rien fait, en fait, on peut faire ça. De toute façon, il y a rien, il y a aucun élément de comparaison, etc. Et il faut accepter aussi que tout le monde ne peut pas adhérer. C'est-à-dire qu'au tout début, on prenait aussi des grands tacles, quoi. J'ai ressorti des mails là récemment parce qu'on cherchait des archives. Et je suis tombé sur des mails, je me rappelais même plus qu'on nous disait des trucs comme ça, mais où on se faisait insulter parce que ils disaient mais en fait vous êtes des mégalos, puis ça sert à rien de créer des entreprises, il faut faire moins d'entreprises, enfin voilà. Et en fait, c'est pas grave, on a avancé avec ceux qui à ce moment-là étaient prêts à y croire, et qui d'ailleurs avaient un peu de pression, parce qu'en fait, eux, ils essayaient de convaincre autour d'eux, et on leur disait mais mec, t'es en train de mettre ton truc dans un scam, les mecs vont se barrer dans 3 mois avec ton fric, et tu vas passer pour un rigolo, quoi. Et en fait, il y en a pas mal qui nous ont dit qu'ils ont été soulagés le jour où ils se sont rendus compte qu'on investissait vraiment dans des boîtes. Mais ça se comprend parce que pendant des mois, les gens mettaient de l'argent alors qu'on n'avait encore rien démontré sur nos intentions d'un point de vue concret, quoi, en fait. Et ça nécessite de savoir raconter l'histoire euh, en marche, en même temps qu'elle est en train d'être réalisée, et d'être hyper transparent avec les gens. C'est aussi pour ça qu'on fait
tous les jeudis à midi depuis le départ, je crois, enfin, ou peut-être les premiers mois, on fait une séance de live, questions-réponses. On a toujours beaucoup de monde. Et les gens nous posent toutes les questions qu'ils veulent, on répond absolument à tout. Et ça fait très longtemps maintenant qu'on nous a plus dit, mais vous êtes un scam. Ça, on l'entend plus. Il y a d'autres critiques qui peuvent arriver, mais c'est fini parce que maintenant, ça, c'est démontré que l'argent, il va vraiment dans des innovations, qu'il y a des vrais gens qui les dirigent. Et les gens ont pu les voir, les sociétés, elles sont déclarées. Enfin voilà, donc ça crée quand même beaucoup plus de facilité que dans les premiers mois, quoi. Donc à 13h, à 13h sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, n'hésitez pas, le jeudi, chaque jeudi. Super. Combien d'associés aujourd'hui à Time for the Planet? Le problème, c'est que là, on est en train d'enregistrer le podcast et du coup, quand ça va être diffusé, ce sera plus le bon chiffre. Exact. Alors, grosso modo, je dirais 56 000, c'est ça? Attends, j'ai regardé sur le site, mais ça doit être 56 000. Ouais. et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, vous qui êtes là depuis le début, de voir qu'il y a 56 000 personnes qui croient en votre projet? Moi, je compte en stade. Donc, pour moi, on a dépassé le stade des Lumières, enfin, le Groupama Stadium à Lyon. Donc, prochaine étape, Stade de France, 80 000. Alors après, c'est vrai que enfin, c'est plus, par exemple, je sais pas, il y a 3-4 semaines, mon épouse, je sais plus de quoi en parler et tout, et puis je lui dis qu'on est 55 000, elle me dit, mais c'est 55 000 maintenant, et puis elle a un petit moment de vertige, elle s'est dit, mais dans quoi t'es encore en train d'embarquer les gens avec tes idées? J'espère que ça va fonctionner quand même, parce qu'avec le nombre de gens qui croient à ce truc-là, ça fait peur, quoi, en fait. Ça fait vachement peur. Quels sont les impacts que vous cherchez à avoir sur l'innovation? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui justement avec des cas concrets en disant, bah voilà, depuis le temps qu'on existe, on a parlé, mais maintenant il y a des cas concrets sur lesquels on peut s'appuyer? Ouais, bah on a fait en fait, si je résume en année, la première année, ça a été le POC de Time. Donc POC, c'est la preuve de concept, c'est-à-dire est-ce que les gens, on a fait la structuration juridique qu'a évoqué Mehdi, est-ce que les gens sont prêts à investir sans retour financier, et on a réussi comme ça à lever le premier million d'euros. Donc ça a été la première année, et on s'est dit tiens, en fait ça marche, les gens adhèrent. Donc on a construit le processus de sélection au cours de cette première année. La deuxième année, c'était la mise en œuvre de ce processus pour dire bah c'est pareil, c'est quelque chose imaginé dans la tête, mais est-ce qu'on va y arriver? Donc on a réussi à monter un comité scientifique, on a créé les plateformes, etc. Et on a lancé les formations évaluateurs, évaluatrices. Donc là, bah, vous l'avez compris, il y a des milliers de personnes qui sont pris au jeu, évaluatrices et évaluateurs. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait pas des gens qui ne sont pas compétents dans le climat. En tout cas, leur avis compte autant que quelqu'un qui est expert. Donc c'est intéressant de pouvoir rassembler tout le monde sur les évaluations. Et du coup, on a fait le cycle complet avec la réception d'innovation. Est-ce qu'il y a des innovateurs qui vont vouloir être accompagnés par Time for the Planet? Parce que du coup, c'est une prise de risque aussi pour eux par rapport à un fonds classique qui est structuré, qui est déjà en place. Et on a eu quand même beaucoup de demandes et on est allé au bout. La première année, l'objectif, c'était d'en faire 3 parce que 1, c'était bien, mais ça aurait pu être le hasard. 3, ça permet de diversifier et d'avoir un retour d'expérience plus intéressant. Et on a pu concrétiser, donc en décembre 2021, les 3 premiers investissements Time for the Planet dans 3 innovations différentes. Et 3 innovations différentes à la fois en termes de structure, en termes de secteur. Donc on en a une dans le secteur de la capture du carbone, c'est-à-dire qu'on vient pas baisser les émissions, mais on vient carrément directement capter le carbone qui est en l'occurrence là dans les océans et qui vient aussi impacter et réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère. Là, c'était typiquement une solution scientifique connue depuis 30 ans dans les laboratoires à travers le monde. Par contre, les laboratoires entre eux travaillaient pas, échangeaient pas directement entre eux, et on le voit, c'est encore le cas, c'est difficile. Et il y a un labo quand même, une ONG qui s'est créée aux US en disant il faut qu'on arrive à faire sortir un peu ça du labo, ou en tout cas à le faire connaître. Et donc l'ONG a réussi à faire connaître le projet, mais il manquait la dimension justement entrepreneuriale, de faire passer d'un labo à la réalité, c'est-à-dire pour mettre ça sur site au niveau d'une plage par exemple, c'est-à-dire qu'il faut des autorisations juridiques, il faut des contacts avec des maires, il faut des contacts, des autorisations gouvernementales, etc. Ça, un scientifique, c'est pas son dada, c'est pas son quotidien, il n'a pas les compétences et les réseaux pour le faire. Et donc là, typiquement, c'est une structure qu'on a créée qui s'appelle Carbon Time. On a sélectionné un entrepreneur qui a déjà monté des entreprises
et qui a cette culture-là d'aller chercher des solutions. Et ben, on a du coup réussi à faire sortir cette solution des labos. On a déjà des premières autorisations. On est en train de travailler avec des labos pour pouvoir mettre en place un protocole pour pouvoir tester cette solution. Et en un an, on a réussi à débloquer une situation. Donc, ça reste à concrétiser et c'est un projet de R&D quand même qui va prendre du temps. Mais ça illustre un petit peu le côté Time est là pour débloquer des situations. Les deux autres solutions, on en a une qui est assez technologique, qui est sur le secteur de la climatisation et refroidissement au sens large, où c'est des climatisations. Il faut savoir que déjà, la climatisation utilise des gaz fluorés qui ont un pouvoir de réchauffement qui est 2000 fois plus fort que le CO2, donc c'est pas neutre. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça représente quand même 2% des émissions mondiales, c'est loin d'être anecdotique. Et là, on a un système mécanique qui a été inventé par un ingénieur, deux ingénieurs français, qui permet d'utiliser simplement l'eau et d'avoir des propriétés équivalentes avec un système d'évaporation de l'eau. Et en fait, ce système-là, typiquement, on a 2 scientifiques qui sont mis là-dedans et qui ont développé une boîte qui vivotait, mais qui n'arrivait pas à vendre cette solution-là et qui a même pas cette logique-là, en fait. Eux, c'était vraiment un jouet technologique, si je caricature, parce qu'ils réfléchissent beaucoup bien au-delà de ça, mais c'était un peu ça. Et typiquement, on a trouvé un entrepreneur avec une expérience industrielle qui a rejoint le duo et qui forme aujourd'hui un trio et qui a réussi à débloquer la situation. Et aujourd'hui, après 6 mois, ils ont déjà vendu 2 prototypes, ils en ont 3 autres en discussion et ils vont installer les premières installations pilotes de leur solution. Et donc là encore, on vient débloquer une situation avec une compétence entrepreneuriale, puisque notre thèse de départ, c'est de dire, pour développer les solutions, il faut de l'argent, mais aussi cette compétence entrepreneuriale à apporter aux scientifiques. Et la dernière solution, c'est une solution pour le transport maritime. Et là, on a une solution, une entreprise qui s'appelle Beyond the Sea, qui a été portée par Yves Parlier, un célèbre navigateur français qui a fait plusieurs fois le Vendée Globe et qui a un parcours assez exceptionnel et qui allie à la fois le côté ingénieur matériaux, expérience de la navigation et qui s'est lancé du coup dans l'entrepreneuriat. Mais il lui manque certains codes pour accélérer et développer cette solution. Et du coup, pareil, là, on a investi, on vient de trouver un profil qui va rejoindre l'aventure pour l'aider sur le développement du produit, sur le management de l'équipe, pour accélérer le déploiement et faire en sorte que du coup, la marine marchande puisse avoir une solution pour se décarboner. La solution, c'est simplement un kite, donc une grande voile, qu'on vient rajouter à tous les navires. Alors si je dis ça, c'est assez simple dit comme ça, mais il y a un pilotage automatique de la voile pour que ça vienne tracter la voile dans une certaine configuration qui permet d'aller jusqu'à 30% d'économie de carburant. Et le carburant, c'est 99% de l'empreinte de la marine marchande. Donc quand on baisse de 30% la consommation, on baisse de 30% l'impact de la marine marchande. Et ce qui est assez énorme avec cette solution, c'est qu'elle est adaptable à tous les navires actuels et futurs, sans perdre de place sur les containers, etc. Et donc, on va pouvoir la mettre en place très rapidement. Et en plus, il y a des aspects réglementaires qui sont en train de se mettre en place, qui fait que les armateurs ont besoin de cette solution. Donc ça fait partie typiquement des éléments qu'on a analysés dans la partie 3, l'analyse du marché. On a discuté avec des armateurs, directeurs innovation des armateurs, pour voir si ce type de solution était intéressant et qui nous ont confirmé que c'était vraiment attrayant parce que adaptable à tout type de solution et compatible avec les autres solutions qui se développent aussi, d'ailleurs, de nouvelles motorisations, de choses comme ça. Donc voilà 3 exemples assez différents en termes de structure des personnes, de structure capitalistique, de domaines dans lesquels on a investi et débloqué les situations. Et on vient d'en voter 3 nouvelles il y a maintenant 1 mois dans la dernière assemblée générale sur lesquelles on est en train de faire toute la démarche administrative. C'est quelque chose qu'on met pas en avant, mais qui est un gros boulot quand on investit dans une boîte pour faire l'analyse financière, tous les pactes d'associés, etc. Et j'en passe. Mais on est en plein dans ces phases-là pour officialiser les 3 prochains investissements Time for the Planet en termes d'innovation. Donc ouais, moi j'avais une question parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi les indicateurs de performance ça m'intéresse particulièrement et grâce à vous j'ai découvert donc le taux de retour sur la planète qui est maintenant le dividende climat. Voilà, donc si vous pouvez nous en dire un peu plus, avec qui vous avez bossé, parce que l'idée c'est aussi de faire germer une graine dans la tête de nos décideurs, parce que pourquoi pas que ce nouvel indicateur puisse devenir un critère pour l'obtention de subventions, parce que je trouve qu'on se focalise sur des mauvais choix, notamment néolibéraux, et que là c'est particulièrement inspirant avec le dividende climat. Oui, l'idée du dividende climat, elle est née du fait que
Time for the Planet ne rétribue pas ses actionnaires en dividendes financiers. Pas parce qu'on est contre les dividendes financiers, mais simplement parce qu'on voulait maximiser 2 choses. La première, c'est être certain que nos choix seraient guidés essentiellement par l'impact et que l'argent serait un moyen d'atteindre l'impact. Donc en gros, nos boîtes seraient rentables parce qu'en étant rentables, elles pourraient avoir beaucoup plus d'impact parce qu'elles pourraient se développer à grande échelle. Mais on voulait être sûr qu'on ne ferait pas des choix en se disant ouais bon celle-là elle n'a pas trop d'impact mais elle va rapporter tellement d'argent que ça va nous permettre de bien rémunérer nos actionnaires. Voilà, c'était en gros ça qu'on voulait éviter. Et la deuxième chose c'est qu'on voulait que tout l'argent qui remonte à Time for the Planet soit réutilisé pour investir dans de nouvelles entreprises. Par contre on voulait faire un retour quand même à nos actionnaires. Et donc ce retour en climat, on s'était dit on va prendre le nombre de tonnes de CO2 qui a été économisé, réduit, capté par l'investissement. L'idée, c'est qu'à partir de ce chiffre-là, on ait une distribution qui soit officielle. Voilà, c'était ça notre cahier des charges. Et donc, on a regardé ce qui existait pour que nos actionnaires, quand ils reçoivent quelque chose, ils ne soient pas juste ouais, c'est cool, mais que ce soit quelque chose de valorisable. Et notamment pour les entreprises qui sont actionnaires de Time, qu'elles puissent montrer leur impact. Ça, c'est important pour la levée de fonds parce que c'est ce qui après permet d'attirer des investisseurs massifs. Et en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon aujourd'hui de valoriser un investissement financier qui a permis de réduire des émissions de CO2. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'en fait, on demande au monde financier d'investir dans la décarbonation et la transition, mais en fait, il n'y a aucun indicateur pour savoir qui a bien investi. Si vous cherchez des indicateurs pour savoir si vous devez investir dans telle ou telle boîte pour gagner de l'argent, là par contre, vous en avez 5000. Donc forcément, ça pose un problème. Et ça pose un problème tellement important qu'on s'est dit qu'il fallait quand même y remédier. Et donc, on a lancé un travail assez important là-dessus. Et on s'est dit qu'on n'allait pas le faire tout seul parce que c'est pareil, il fallait que ce soit quelque chose de reconnu. Quand vous voulez créer un nouvel indicateur, il ne faut pas que vous soyez le seul à le reconnaître. Donc, on a tout de suite mis autour de la table les gens les plus importants en France, déjà dans un premier temps. Donc, NetZedi, qui est le référentiel de la société de Jean-Marc Jancovici, Carbone 4, qui est suivi par beaucoup d'entreprises du CAC 40. Et l'ADEME, qui est l'émanation du gouvernement sur les sujets climat. Et Sweep aussi qui nous a aidés parce qu'ils ont un expert climat qui s'appelle Renaud Bétain qui est vraiment extraordinaire. Et donc avec ce groupe de travail, on a conçu la version 1 d'un protocole qui permet de valoriser les émissions de CO2 réduites grâce à un investissement financier. Avec un système très simple, hein. Vous faites le nombre de tonnes de CO2 qui a été réduit et vous le divisez entre les actionnaires au prorata de leur pourcentage de détention de la société. Donc vous avez 10% de Time for the Planet, vous prenez 10% du retour climat de Time for the Planet. Voilà, je vous le fais en simple. La suite de ça, c'est qu'il faut le faire reconnaître à l'international. Donc maintenant, on a dans nos groupes de travail 3 des plus grandes institutions mondiales sur le carbone. La première, c'est l'émanation des Nations Unies, donc c'est United Nations for Climate Change. Il y a Gold Standard qui est le principal acteur des crédits carbone. Et puis, un membre du CDP qui est le référentiel le plus utilisé par les entreprises dans le monde pour les calculs des trajectoires carbone. Donc, on est sur le point de faire en sorte qu'il soit reconnu à très grosse échelle. Et on a aussi du lobbyisme en place pour que ce soit utilisé dans les régulations internationales. Alors, pas tant forcément pour les subventions, mais plutôt pour que les banques et les grands fonds aient des incitations à recevoir beaucoup de dividendes climat. Donc, on a commencé à faire ce travail-là, notamment avec l'Union européenne. Et au niveau français, l'ADEME nous a dit aussi que ça allait probablement être le cas dans les mois qui viennent. Ouais, voilà, moi je trouvais ça particulièrement inspirant par rapport aux subventions parce que je suis issue du secteur public, mais même je vois aussi pour tout le monde des assurances en fait, de pouvoir aussi faciliter des aides, un soutien ou de soutenir certaines innovations avec ce nouvel indicateur. Alors du coup, je sais pas si vous l'appelez indicateur, protocole, aussi de clarifier le verbatim qu'il y a derrière. Mais en tout cas, moi qui suis sur les indicateurs de performance, je trouve ça particulièrement inspirant. Et je voulais savoir si vous avez déjà testé, alors pas forcément sur les innovations parce qu'elles sont encore très récentes, mais est-ce que c'est mesurable concrètement de mesurer dividende climat, c'est-à-dire le nombre d'émissions de CO2 qui n'ont pas été émises grâce à une solution. Est-ce que c'est possible de le faire ? Oui, c'est la chance qu'on a avec le changement climatique, entre guillemets, c'est que les gaz à effet de serre, c'est quelque chose de vraiment mesurable.
beaucoup plus que les critères de biodiversité. Donc, si vous voulez mesurer votre effet sur une biodiversité, sur une chaîne alimentaire, franchement, c'est très dur. C'est beaucoup plus dur qu'avec le carbone. Pour le carbone, il y a des critères objectifs. On peut toujours avoir plusieurs façons de le faire, etc. Rien n'est absolument parfait, scientifique à 100%, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment très nettes. Donc, par exemple, on a investi donc dans la boîte dont parlait Denis tout à l'heure, Leviathan Dynamics. Quand vous mettez un système de froid sans gaz HFC, remplacé donc ici par de l'eau, vous savez précisément sur une année le différentiel de CO2 qui va être émis, enfin d'équivalent CO2 du coup qui va être émis entre la situation initiale, qu'on appelle scénario de référence, qui est le matériel qu'il y avait avant, et le nouveau matériel. Donc vous faites ce différentiel et vous avez le nombre de tonnes de CO2 réduit. Et c'est ça que vous allez ensuite transformer en dividende climat. Moi, je suis impressionné par rapport à ce que vous réalisez. Et je crois que tout le monde ne réalise pas ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. On parlait de banane tout à l'heure. Moi, ça me donne la banane. Ça me donne aussi, de l'espoir. Et vraiment, je suis très content de pouvoir faire ce podcast avec vous et de participer, de contribuer à mon humble mesure à vraiment faire connaître vos actions et vos initiatives, etc. J'adore l'aspect entrepreneurial que vous avez. Vous sortez vraiment des sentiers battus, vous ne basez pas sur les méthodes du passé. Vous essayez d'innover vous-même au quotidien dans Time de la planète pour développer des concepts qui sont novateurs et pour aller très loin. Et vraiment félicitations à toute l'équipe qui est derrière tout ça. Et je sais que là on parle à que deux, mais il y a du monde derrière qui s'implique, qui s'engage à différents niveaux. Et vraiment bravo. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.